Bonjour à tous, je m'appelle Florent, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant et aussi courtier en protection sociale. Aujourd'hui, j'interviens avec Franck. Bonjour à tous. Qui est expert en prévoyance. Nous intervenons à la demande d'Hamid, qui est le fondateur du groupe Soutien aux professions libérales et indépendantes, pour expliquer un peu mieux la prévoyance et les différences entre les divers contrats. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prévoyance, Franck. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la prévoyance des travailleurs non salariés? Qu'est-ce que c'est? Alors, la prévoyance, c'est très simple, c'est la couverture par une assurance des conséquences financières de l'arrêt de travail, de l'invalidité et du décès. Donc 3 points. Est-ce qu'on peut faire un point justement sur chacun de ces risques? Oui, bien sûr. Alors, il y a le plus grave, mais le moins fréquent, heureusement, c'est le risque décès. Et lorsqu'on a une prévoyance pour couvrir ce risque, c'est prévoir une prestation qui sera sous forme de capital et ou de rente. Et cette rente, elle peut être au conjoint, versée au bénéfice du conjoint, ou d'un enfant. On parlera alors de rente d'éducation. Donc ça, c'est le décès. Ensuite, il y a l'arrêt de travail, puisque c'est ce que prévoit le contrat de prévoyance, même si c'est le risque le plus fréquent, mais le moins grave. Évidemment, c'est moins grave qu'un décès. Oui, alors en effet, tu as raison, c'est le risque le plus fréquent. C'est la garantie la plus utilisée pour les assureurs. C'est là où ils versent le plus d'indemnisation. Alors, toutefois, il y a un point important, c'est que si la déclaration de l'arrêt de travail est simple, puisqu'il suffit d'une prescription médicale d'arrêt de travail faite par un médecin, l'indemnisation peut parfois se révéler compliquée et relever même du parcours du combattant. D'accord. Donc tu me dis, j'ai un contrat de prévoyance, mais ça peut être compliqué pour être indemnisé. Alors, ça peut être compliqué. Alors, en fait, les fois où c'est simple, c'est quand tout est clair dans la souscription du contrat. Là où c'est compliqué, c'est que lors de la souscription du contrat, il faut faire attention à plusieurs points. Des éléments qui sont parfois issus de petites lignes des contrats de prévoyance. Je parle bien sûr des exclusions, des franchises, des cas de mi-temps thérapeutique, enfin plein d'éléments qui peuvent remettre en cause le versement d'une prestation par un assureur. Bon, donc tu parlais de franchise, ça aussi on le voit souvent sur le contrat de prévoyance. On voit souvent franchise maladie, accident, hospitalisation. Oui, alors on a vu que le risque arrêt de travail, en fait, il peut être consécutif à un accident ou une maladie. D'accord, ce sont les deux événements qui peuvent provoquer un arrêt de travail. Et en fait, il peut y avoir une franchise différente pour chacun de ces deux événements. Et généralement, on considère que la franchise maladie devrait être plus longue qu'une franchise accident, qui est un événement plus soudain. Et il y a une troisième franchise qui apparaît, c'est la franchise hospitalisation. Donc on peut être hospitalisé à la suite d'un accident ou d'une maladie et ne pas avoir la même franchise que sur ces deux précédents événements. Donc c'est pour ça que sur les contrats, on voit souvent 3 chiffres. Ça peut être du 15, 15, 15, 15, 3, 3, 33, 3. Ça commencera toujours maladie, accident, hospitalisation. Donc on a vu le décès, on a vu l'arrêt de travail. Maintenant, on va voir l'invalidité, qui est pour moi un des risques les plus importants de ce contrat de prévoyance, parce qu'en effet, ça peut être des montants assez énormes à couvrir sur le temps, et c'est un risque qui nous empêche de travailler sur du long terme. Oui, c'est exactement ça, en fait, tu as tout dit, Florence, c'est-à-dire que c'est le risque le plus grave, même si c'est pas fréquent. Alors le plus grave quand il n'est pas définitif comme le décès, mais il sera définitif aussi parce que les conséquences de l'invalidité, qu'elles soient totales ou partielles, elles sont définitives elles aussi. Donc en fait, comme la prévoyance est chargée de couvrir les conséquences financières de l'invalidité, c'est jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin, c'est-à-dire jusqu'au moment de la retraite. Donc si je suis invalide à 30 ans, j'ai 35 ans devant moi. Si je suis invalide à 50 ans, j'ai encore 15 ans devant moi. Donc c'est des prestations qui peuvent être conséquentes. Tout à fait. Alors l'invalidité, il faut qu'on rentre un peu dans le détail, parce qu'on entend parler de barème fonctionnel, barème professionnel, barème croisé, des seuils d'intervention, des formules de calcul. Tu peux nous faire un point? Oui, là on attaque le vif du sujet, parce que si tous les contrats de prévoyance couvrent le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité, pour autant il y a toujours beaucoup de différences entre chacun de ces contrats-là. Et les principales différences se retrouvent sur le risque invalidité. Alors,
pour moi, il y a 4 points d'intention qui sont primordiaux. Le premier, ça concerne la réponse à la question qui détermine que je suis invalide et sur quelle base cette personne ou ce groupe va se baser justement pour dire que je suis invalide. Alors dans le qui, on trouve de tout dans les contrats. Hein. On trouve des experts indépendants, on trouve des médecins qui peuvent être mandatés par des compagnies, des médecins qui appartiennent aux compagnies elles-mêmes, voire des groupements, des commissions médicales. Donc il n'y a pas de médecin, mais c'est une commission médicale qui détermine si je suis invalide ou pas. Donc ça c'est le qui. Après, dans les méthodes d'évaluation de l'invalidité, alors tu les as évoquées, on parle beaucoup de professionnels, de fonctionnels, de barème croisé, d'expertise, et ainsi de suite. En fait, je vais essayer de schématiser ça le plus simplement possible. On va prendre un exemple. On va dire que toi, tu es pianiste et moi, que je suis footballeur. D'accord. Et tous les deux, suite à un accident, on perd l'usage de la main droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on perd tous les deux l'usage de la main droite, on aura exactement le même taux d'invalidité fonctionnelle. Pourquoi? Parce que l'invalidité fonctionnelle, c'est les répercussions d'une maladie ou d'un accident sur notre capacité à exercer des actes de la vie courante. Donc, quelle que soit notre profession, ça n'entre pas en compte. C'est l'impact du fait d'avoir perdu la main droite sur les actes de la vie courante. On a exactement le même taux tous les deux. Par contre, on est d'accord que d'un point de vue professionnel, la perte de la main droite, ça n'aura pas les mêmes conséquences pour toi comme pour moi. Et on a du mal à imaginer qu'en étant pianiste, tu puisses encore exercer ton activité, alors que moi, sauf si je suis gardien de but, je pourrais continuer à être footballeur. Alors, fort de cet exemple, on va pouvoir maintenant imaginer comment fonctionnent les compagnies d'assurance. Alors certaines vont se baser sur le point de vue strictement fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui, vous êtes invalide, mais parce que vous ne pouvez plus exercer les actes de la vie courante. Bon, faire attention à ce genre d'utilisation puisque ça a un impact forcément sur le taux d'invalidité qu'ils vont nous donner et indépendamment de notre profession. D'autres vont se baser sur un barème ou une expertise strictement professionnelle. Et là, en fait, c'est la couverture assurée, on va dire, et la prise en compte effectivement des impacts de la pathologie ou de l'accident sur notre capacité à exercer notre profession. D'accord ? Et après, il y a une troisième façon de faire, c'est le barème croisé, c'est-à-dire des compagnies qui vont utiliser à la fois le fonctionnel et le professionnel. On parle de barème, on parle d'expertise. Le barème, c'est quelque chose qui est déjà défini. C'est-à-dire qu'on retrouve dans certains contrats des barèmes qui vont dire bon, quelqu'un qui perd l'usage de la main droite et qui est dentiste, il aura ça. Quelqu'un qui perd les deux jambes et qui est auxiliaire médical, il aura tant d'invalidité. Ça, c'est le barème. L'expertise, elle ne se réfère pas à un barème, même si elle pourrait. Hein. L'expertise, ça va être l'étude des conditions d'exercice de la profession avant l'accident ou la maladie. Okay, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de meilleur entre le barème et l'expertise, même si parfois les barèmes ne sont pas assez complets et du coup assez explicites. Donc on a vu tout ce qui était barème, on entend aussi seuil d'intervention. Alors le seuil d'intervention, c'est un peu comme la franchise en cas d'arrêt de travail, c'est-à-dire à partir de quel taux on va m'indemniser. Si on considère que le taux d'invalidité, c'est la perte de capacité à exercer la profession, on va dire que si j'ai un taux d'invalidité à 50%, on peut schématiser, hein, que je perds 50% de ma capacité à exercer ma profession, mais peut-être 50% de mes revenus. Donc du coup, le seuil, il a une importance quand même considérable là. C'est de dire à partir de quelle perte de revenus je compte m'assurer. Est-ce que c'est 50, 33 15, 16, 20, on voit beaucoup de taux aujourd'hui. Le tout, c'est d'avoir le choix, en fait. La capacité de choisir à partir de quel moment je serai indemnisé en cas d'invalidité. Et ensuite, le dernier point, ça c'est plus pour calculer le montant, c'est la formule de calcul. Oui, parce que c'est tellement bien fait que, imaginons que sur 4 contrats de prévoyance, chacun tombe d'accord sur un taux d'invalidité et qu'on est tous assurés la même rente d'invalidité, on pourrait avoir quand même 4 indemnisations différentes. C'est la magie de la formule de calcul qui sont toujours dans les conditions générales, hein, c'est toujours intéressant. Et on retrouve des T sur 100, des T sur 66, des N-33 sur 33, des taux correcteurs. En fait, tout ça, c'est un peu
C'est un peu obscur, et du coup, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le T sur 100 ou le T sur 66, c'est-à-dire que je divise simplement le taux d'invalidité par 100 ou par 66. Et ça, je le rapporte à la rente d'invalidité. Je vais prendre un exemple simple. Je suis invalide à 50%, j'ai un T sur 100, j'aurai 50 sur 100 de la rente d'invalidité que j'avais assurée. Par contre, si j'ai un T sur 66, j'aurai 50 sur 66 par la rente d'invalidité. Et là, ça veut dire que j'aurai environ 75% de la rente. Tu vois qu'en échangeant comme ça, c'est pas très simple. Alors imagine pour les clients qui subissent un accident, une maladie, qui sont en état d'invalidité, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que le travail doit être fait en amont là-dessus, sur la sélection des contrats. Oui, donc on a vu un peu tous les risques de la prévoyance, donc le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité. Tout va se jouer sur les conditions générales, évidemment, et toutes les petites clauses spécifiques qui sont dans les conditions générales, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est là où il faut être très vigilant, c'est bien comprendre les contrats, bien comprendre ces conditions générales et bien faire le comparatif entre tous les contrats. C'est ça, c'est un travail de professionnel. Ok, très bien. Donc là, on a vu un peu les garanties qui sont plutôt obligatoires. Après, il y a des garanties optionnelles, évidemment, sur les contrats de prévoyance. On va revenir sur les questions qui arrivent fréquemment de la part de mes clients. Donc, il y a plusieurs points où les gens se questionnent. On va les faire un par un. Alors, plutôt pour les dames, tout ce qui est grossesse pathologique. Ça, c'est une question. Oui, alors la grossesse pathologique, en fait, pour un assureur, c'est la période d'arrêt de travail suite à la grossesse. C'est la grossesse qui a entraîné un arrêt de travail. Cette période qui peut être couverte, on appelle ça la grossesse pathologique. Et en fait, elle est tout le temps en dehors des congés légaux de maternité. Pendant un congé légal de maternité, je ne peux pas bénéficier d'une indemnisation au titre de ma grossesse pathologique. Donc ça signifie que aujourd'hui c'est 6 semaines avant et 10 semaines après la date prévue d'accouchement. Si j'ai un arrêt de travail du fait de ma grossesse en dehors de ces périodes-là, je serai indemnisé, après la période de franchise, je serai indemnisé par mon assureur. Donc toujours en dehors de ces périodes légales. Oui. Ok. On parle de délai de carence aussi quand on arrive sur un contrat. Alors le délai de carence, c'est la période pendant laquelle l'assureur ne couvre pas ce qui pourrait arriver. Généralement, on parle de délai de carence en ce qui concerne la maladie, qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, ou des risques psychologiques qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Et généralement, on ne trouve pas de délai de carence en cas d'arrêt de travail. L'arrêt de travail, l'accident est couvert dès le départ du contrat. Alors le délai de carence, c'est juste que c'est pour éviter, pour les compagnies d'assurance, c'est pour éviter les risques de quelqu'un qui s'assure alors qu'il savait qu'il pourrait en avoir besoin immédiatement de l'assurance. Donc ce délai de carence existe sur tous les contrats et il peut être annulé, abrogé, on dit ça. Il peut être abrogé s'il s'agit d'une reprise à la concurrence, c'est-à-dire je change de contrat. Donc j'ai résilié un contrat pour me couvrir avec un autre. Et là, à ce moment-là, les délais de carence sont abrogés sur les mêmes montants que ce que j'avais assuré auparavant. Sur la même garantie que l'ancien contrat. Donc il ne faut surtout pas, faut pas mélanger délai de carence et délai de franchise. Souvent, dans notre esprit, c'est un peu pareil, à part que là, en termes juridiques et sur les documents, ça va être deux choses complètement différentes. Tout à fait. Ok, on peut faire un point sur le questionnaire médical parce qu'on trouve pas mal de choses compliquées. C'est l'élément clé du contrat de prévoyance, c'est la déclaration du risque. L'assureur, pour couvrir quelqu'un, a besoin de connaître exactement la situation de cette personne-là, et notamment ses antécédents médicaux. Si il y a erreur sur une déclaration, c'est une omission, qu'elle soit volontaire ou non, et que l'assureur s'en aperçoit au moment d'un sinistre, même si ce sinistre n'a aucun rapport avec l'omission ou l'erreur, l'assureur est en droit d'invoquer la nullité du contrat. D'accord ? Et ça se fait régulièrement. Pourquoi ? Parce que l'assureur va se targuer du fait qu'il n'a pas eu connaissance de tous les éléments qui lui permettent de mesurer le risque à prendre et donc de la tarification de ce risque. On le voit souvent, malheureusement, ça. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant
sur les déclarations de santé au moment de la souscription d'un contrat. Très bien. Ensuite, la fiscalité des contrats. Alors là, on parle souvent de Madeleine, non Madeleine. Alors, c'est une des chances qui existent avec la prévoyance, c'est de pouvoir choisir sa fiscalité. La fiscalité Madelin, ça signifie que le coût de la prévoyance est supporté par notre activité, donc ça rentre en charge. Notre entreprise, notre société va prendre en charge les cotisations, donc les déduire du résultat de l'entreprise ou de la société. En conséquence, lors d'un sinistre, l'indemnisation, elle, sera considérée comme un revenu professionnel, un revenu de remplacement professionnel. Et là, à ce moment-là, je paierai des charges sociales et de l'impôt sur les prestations de mon contrat de prévoyance. Quand je dis qu'il y a le choix, c'est que je ne suis pas obligé de le mettre en Madelin. Et si je ne le mets pas en Madelin, c'est-à-dire que ce n'est pas une charge pour mon entreprise ou pour ma société. Et du coup, la prestation, elle, ne sera pas imposée au titre des revenus. Donc, si je n'ai pas envie de mettre mon contrat en Madelin, toutes les indemnités journalières que je percevrai seront hors impôt et hors charge. C'est ça, exactement. Et à l'inversement, elles seront imposées et chargées. C'est ça. Et là, le contrat doit vous donner la possibilité de choisir la fiscalité. Ce n'est pas tout le temps le cas. Tout à fait. Alors, on va y revenir dessus juste après. On finit par les frais professionnels, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Certains de mes clients veulent se couvrir juste pour des indemnités journalières en pensant que ça va couvrir la totalité, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, c'est un point primordial dans la mesure où les entrepreneurs individuels, ceux qui sont au BNC, au BIC, voire au bénéfice agricole, lorsqu'ils ont un revenu, c'est qu'ils ont payé toutes leurs charges. Et à la fin du paiement de toutes leurs charges, ce qui reste, c'est vraiment leur revenu. C'est complètement transparent. C'est-à-dire que si, avec un contrat de prévoyance, ils couvrent ce revenu, pas de problème, ils sont en arrêt de travail, ils toucheront leur revenu tel qu'ils le touchaient auparavant. Mais il y aura toujours des charges à payer. Toutes les charges de l'année N-1 qui se reportent encore sur l'année en cours du sinistre. Et ça, s'ils n'ont pas une couverture de frais professionnels, ça signifie qu'ils vont avoir comme seul revenu l'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. Et avec cette indemnité, ils vont devoir payer leurs charges de l'année précédente. Du coup, on ne maintient pas leur revenu. C'est pour ça que c'est prioritaire également de bien étudier le risque des frais professionnels. Donc, pour résumer, si j'ai besoin de 2 000 € de revenus et que j'ai 2 000 € de charges, mes 2 000 €, si je n'ai pas pris de frais professionnels, mes 2 000 € vont servir à couvrir les charges. Et donc, du coup, j'aurai plus rien pour vivre. C'est ça. Donc, il faut bien différencier les deux et c'est super important. Juste quelques petites précisions. Qu'est-ce qui rentre dans les frais professionnels? Alors, généralement, ce sont toutes les charges fixes. Charges fixes, c'est-à-dire les loyers, éventuellement les charges de salaire du personnel, l'imposition, les différentes taxes que l'on peut avoir, l'imposition de l'entreprise, les différentes taxes que l'on peut avoir, et puis surtout les charges sociales. Celles-ci, elles, de toute façon, il faudra toujours les payer, comme les factures d'électricité, au téléphone. C'est pas parce qu'on est en arrêt de travail qu'on va dire à son propriétaire ou à l'EDF, je suis en arrêt de travail, reportez-moi mes cotisations. D'accord. Donc tout ça, ce sont des charges fixes et il faut mieux les prévoir sur le contrat de prévoyance. Là, on s'adresse beaucoup aux médicaux, paramédicaux. Il y a pas mal de leasing aussi sur le côté voiture. Est-ce que ça peut rentrer ça peut être couvert sur le contrat de prévoyance. En fait, tout ce qui est crédit peut être couvert sur un contrat de prévoyance dès lors qu'il n'est pas couvert par ailleurs. Si je n'ai pas une assurance maintien de revenu ou arrêt de travail sur ma garantie de prêt. Ok. Ouais. D'accord. Et juste pour faire un peu le mix entre le Madelin et les frais professionnels, moi on m'a toujours dit que c'était compliqué ou c'était pas forcément de bons conseils de mettre les frais professionnels, cette indemnité-là, en Madelin. Oui, c'est juste une question de logique. C'est-à-dire que si je déduis une cotisation pour couvrir des frais professionnels et que la prestation qui va me servir à couvrir ces frais professionnels sont alors soumis à charge sociale et à imposition, en fait, je gonfle mon revenu en cas d'arrêt de travail.
Et donc je gonfle mon imposition et les charges sociales. Et du coup, ça baisse ma capacité à payer à la fois mes charges et de maintenir mon revenu. Donc c'est toujours un équilibre qu'il faut calculer dès le départ à la souscription, mais qui peut évoluer dans le temps hein, si le contrat le permet. Donc je pourrais payer des impôts et des charges sur des frais. Exactement. C'est pour ça que c'est un peu une ineptie sur le principe. Tout à fait. Bon, eh bien, merci Franck pour ce point sur la prévoyance. Avec plaisir. Bon, mais c'était très gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou en privé. Et puis j'espère que cette petite vidéo a été intéressante pour vous. Merci et à bientôt. À bientôt, Au revoir. merci. Au revoir. Merci Franck.